Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire sur les expertises au sein du CSE. On va voir en gros tout ce qu'il faut savoir sur l'année 2025. On a eu pas mal de jurisprudence. Alors, petite présentation de Kiro. Je sais que parmi vous, il y a déjà des fidèles. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, sachez que nous sommes un partenaire juridique pour les CSE. Nous avons des supports juridiques où on peut nous appeler, on peut nous écrire, nous envoyer des chats. Nous réalisons également les PV de réunion pour les CSE. Plein de formations, celles obligatoires, celles qui ne sont pas obligatoires. On peut même en faire à la demande. Et nous réalisons également, et ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour, des expertises. Cette société a été créée en 2020 par Gaël. On compte plus de 450 clients et nous avons une équipe d'une trentaine de personnes dédiées à la fonction juridique. Alors, quand est-ce que nous pouvons recourir à une expertise en tant qu'élu du CSE? Pour rappel, certains d'entre vous ont sans doute déjà réalisé des expertises, mais trois quarts ne l'ont pas encore fait. C'est déjà un quart qui a réalisé des expertises. Sachant que plus l'entreprise est grande, plus la probabilité qu'elle ait déjà fait des expertises est forte. C'est ce que nous indique une étude de la DARES de 2023. On a plus de la moitié des entreprises, des établissements, enfin des CSE de ces établissements qui ont réalisé des expertises. Alors en 2025, comme je le disais en introduction, nous avons eu pas mal de jurisprudence variable sur l'étendue des possibilités, les cas de recours donc, et aussi les motifs de contestation des expertises qui sont classiques, mais qui ont été un peu précisés par la Cour de cassation. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir recourir à une expertise? Vous avez plusieurs choses. Vous avez de l'expertise comptable, où là, on va analyser les données économiques de l'entreprise, notamment dans le cadre des consultations récurrentes, c'est-à-dire, vous les connaissez peut-être, donc la situation économique de l'entreprise, ça fait partie des consultations récurrentes. Il y en a d'autres. Il y a la politique sociale de l'entreprise et puis il y a également l'orientation stratégique de l'entreprise, sachant que ce qui va les distinguer, même si elles sont récurrentes, c'est la prise en charge des coûts, puisque vous avez 100% pris en charge par l'employeur dans le cadre des consultations sur la situation économique et la politique sociale, alors que ce sera 80% et 20%, 20% dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, sachant que l'employeur peut venir compenser si vous n'avez pas assez, sous réserve que vous n'ayez pas transmis les 10% d'ASC, le reliquat, le fameux reliquat. À ce moment-là, l'employeur ne viendra pas au pot. Vous avez les expertises habilitées. Donc, habilité, pourquoi? Parce qu'il faut avoir un agrément, parce que ce sont des données qui sont médicales, santé, sécurité, donc assez techniques, ou sur les conditions de travail. Et puis, vous avez les expertises libres, où là, c'est financé uniquement par le CSE et ce sera plus sur des sujets ponctuels. Par exemple, l'introduction des nouvelles technologies, l'IA, qui est un grand sujet actuellement. Vous aurez aussi les conditions de santé, des opérations de concentration, des choses comme ça, où là, vous pouvez prendre un expert de façon libre. En revanche, prise en charge aussi à 100% pour les risques graves identifiés et actuels. Et puis, quand on est avec au moins 300 salariés, là, vous avez la possibilité d'en faire dans le cadre des négociations de l'égalité professionnelle. Il ne faut pas s'en priver parce que c'est un sujet qui est assez technique. Alors, les nouveautés. Nos nouveautés en 2025, au niveau de l'expertise, donc liées aux consultations récurrentes, la Cour de cassation en début d'année a déterminé que le périmètre pour l'expertise comptable, c'est soit l'établissement, mais ça peut aussi porter sur le rôle de l'entreprise où exerce le CSE au sein du groupe. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir ajuster le scope de l'expertise. Peut-être temps que ce soit pertinent, puisque vous pouvez avoir une filiale et puis une holding, et par exemple des management fees, des conventions de prestation de services qui vont avoir un impact sur le résultat au sein de mon établissement. D'où l'intérêt de bien définir avec l'expert que vous choisissez
euh, le critère principal géographique qui vous intéresse, le critère sociétal. Est-ce que je prends les régions? Est-ce que je prends toutes les agences? Est-ce que je prends les directions? Est-ce que même je vais cibler par métier pour voir si oui ou non j'ai des orientations stratégiques impactantes et pouvoir poser des questions pertinentes aussi lors des réunions? Alors, l'expert ne peut pas demander tout et n'importe quoi pour autant, c'est-à-dire que, heureusement, on ne peut pas demander déjà des documents qui n'existeraient pas ou qui ne sont pas en tout cas obligatoires pour l'entreprise, et il faut que ce soit pertinent. Je ne vais pas demander tous les documents de l'entreprise, ça doit être ciblé. Ce qui veut dire que, par conséquent, et là, vous voyez, j'ai une décision de la Cour de cassation, ce qui veut dire que j'ai eu une contestation par l'employeur, la Cour de cassation, elle indique bien que c'est le rôle de l'expert. Donc, ça fait aussi partie de sa responsabilité vis-à-vis du CSE, puisqu'il a un contrat de mission, donc il doit recueillir les informations, mais uniquement celui-ci. Donc, si la mission est bloquée, par exemple, par une demande qui serait trop forte, trop large, ils peuvent se mettre aussi en violation de son obligation. Ce n'est pas le CSE qui est responsable de ça. L'expertise, donc, en principe, ne peut que porter sur l'année en cours. Pourquoi? Bah, parce que normalement, si c'est une expertise avec un expert comptable, euh, bah, vous allez examiner les chiffres qui sont pertinents ou les 2 dernières années précédentes. Pourquoi? Eh ben, parce que ça nous renvoie aux règles fiscales. C'est-à-dire que bah, fiscalement, on peut vous demander aussi les 3 dernières années. Donc, il y a une forme de logique cohérente, puisque je peux peut-être avoir un redressement fiscal qui va aussi intéresser le CSE, ou avec des remises en cause, par exemple, de charges ou de produits. Donc, c'est cette logique-là qui fait qu'on on enserre le délai dans cette période. Ensuite, la nécessité de l'expertise peut être contestée en elle-même, c'est-à-dire que l'employeur va pouvoir dire que lui, il considère que ce n'est pas pertinent, que ça n'est pas nécessaire, et que donc on n'est pas dans le scope fixé par les textes du Code du travail. Euh, donc, ça veut dire que souvent, on va avoir besoin de comprendre euh, quel est le champ de l'expertise possible. Donc, ça ne pose pas trop de doutes dans le cadre des consultations récurrentes, puisque bon, elles sont récurrentes. Donc, normalement, on doit les faire chaque année. Donc, je les répète, situation économique et financière, politique et sociale, et puis des consultations sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Le rôle des CSE d'établissement sur les expertises peut être réduit. C'est-à-dire que si vous avez donc CSE d'établissement, ça veut dire que j'ai forcément un CSE central, hein, donc je vais avoir une petite myriade avec en haut mon CSE central. Et le CSE central, il va avoir un rôle prédéfini. Donc, par exemple, le CSE d'établissement peut ne pas avoir dans son scope la possibilité de faire des orientations stratégiques, même faire des expertises sur les orientations stratégiques, même si elles sont récurrentes. Pourquoi? Bah parce que ça va être mon CSE central qui va le faire, sauf si j'ai prévu des modalités différentes au sein d'un accord collectif avec l'employeur. Mais par principe, ce sera le CSE central. Et pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, il y a une logique derrière. Si je regarde la situation économique ou les orientations stratégiques, il y a plus de sens à le faire au niveau du CSE central qui va pouvoir récupérer toutes les informations et aller regarder la situation économique dans chaque établissement et ensuite avoir une vision globale de la situation. La Cour de cassation elle a précisé que les signataires d'un accord collectif peuvent aussi réserver, cette fois au CSE central, donc la politique sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est une jurisprudence intéressante du 18 juin. Ça veut dire aussi que au niveau global, on va pouvoir décider de modalités, de pouvoir poser des questions globalement pour chaque personne, pour avoir une forme d'homogénéisation, puisque parfois dans les groupes, il y a des différences entre certains établissements et certaines entreprises. Dans quels autres cas je vais pouvoir faire un recours à une expertise? Alors, dans le cas d'un aménagement important, c'est-à-dire quelque chose qui va être très impactant au niveau de mes conditions de travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'important? Un aménagement important, c'est un petit peu subjectif. En tout cas, tout est dans la définition de ce que moi je considère comme étant important. Et là, on a eu des jurisprudences. Par exemple, en mai 2025, on a eu plusieurs décisions qui ont été rendues. Ils ont décidé de regrouper pour faire une espèce de focus juridique là-dessus. Donc, par exemple, généralisation de la distribution pilotée. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je vais centraliser
la gestion logistique avec des flux. Et ça, la Cour de cassation, elle a considéré que ça n'était pas assez important. C'est-à-dire que ça va modifier un petit peu les modalités de travail, mais en tant que tel, ça ne va pas être impactant au point qu'on puisse le considérer comme important. C'est une modalité. Projet, par exemple, amenant les facteurs à effectuer du tri sur la table. Alors, il se trouve que là, dans les faits, les facteurs avant faisaient ça dans leur voiture, ce qui pouvait engendrer des troubles musculo-squelettiques qui avaient été constatés par la médecine du travail. Et donc, la Cour de cassation en fait, considère que c'est une amélioration et que ça ne va pas venir impacter négativement mon exécution de travail. Pour les transferts de contrats, là, on va regarder si oui ou non, il va y avoir une modification des contrats de travail. Donc, si je transfère mon contrat, mais que finalement, j'ai juste transféré les missions qui étaient les mêmes et qu'il n'y a pas un impact contractuel à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire une expertise. Même si le droit d'alerte économique est régulier, par exemple, je m'inquiète parce que la situation financière de l'entreprise se dégrade, on a perdu des gros clients, des gros contrats. À ce moment-là, je peux déclencher un droit d'alerte économique. Et l'expertise, là aussi, pourra être contestée par l'employeur. Donc, on va regarder, est-ce que c'était nécessaire, déjà? Est-ce que ma délibération a été correctement prise? Donc, je peux contester la délibération. Je peux contester le choix de l'expert. Alors, souvent, parfois, on préférerait un expert quand on est employeur parce que peut-être, parfois, on peut le connaître. Donc, ça, c'est le choix libre du CSE de désigner l'expert qu'il souhaite. Mais toujours est-il que l'employeur pourra venir critiquer, peut-être par exemple dans le cadre d'une expertise habilité, parce qu'il considère qu'il n'y a pas, il n'y a pas cet agrément qui était important. Ensuite, sur le coût prévisionnel, il peut venir contester les chiffres, considérer que le coût est prohibitif, ou venir aussi contester l'étendue qui va du coup pouvoir permettre de restreindre l'enveloppe nécessaire au financement de cette expertise. Et puis la durée, qui là aussi peut impacter sur le coût final. Et ce sont les magistrats, bien entendu, qui vont examiner la pertinence ou pas de la proposition qui a été faite par l'expertise. Donc c'est au CSE de prouver l'existence aussi du danger grave et imminent, le risque grave imminent. Donc ça, c'est à 100% prise en charge par l'employeur, ce qui veut dire que l'employeur va avoir tendance à contester peut-être éventuellement la nécessité de cette expertise. Alors, si on a des alertes qui se fondent sur des dénonciations, des preuves, etc., ce sera plus compliqué. Mais en tout cas, l'employeur pourra demander au magistrat de regarder si il estime ou pas que j'ai un danger grave, identifié et actuel. Par exemple, on avait une modification du temps de travail, on avait diminué par jour d'une quarantaine de minutes le temps de travail, de sorte que les salariés devaient travailler le samedi. Ça a été considéré comme ne faisant pas partie de quelque chose de grave, d'actuel et d'identifié. C'était une modification des modalités de travail, mais ça n'entre pas dans le scope du risque grave. Quand et comment l'employeur peut-il contester une expertise? C'est enfermé dans un délai, donc on va bien regarder si le recours a été fait dans les 10 jours de la délibération. Et ce qui va compter, ce sera la date figurant sur l'assignation. Donc il va saisir le tribunal dans les 10 jours. Donc la Cour de cassation a bien précisé que ça commence à courir le lendemain de la délibération et ça expire le dernier jour à 24 heures. Si je suis dans un délai où mon 10e jour s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, c'est le lendemain que je prendrai. Donc ce sont les jours qui ne sont les jours de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et je ne tiens pas compte des jours fériés ou chômés. Voilà. Nous avons fait une brève revue des expertises et des petites nouveautés qui ont parsemé l'année 2025, même si elle n'est pas encore tout à fait finie. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vais quand même regarder avant. Est-ce que vous m'avez posé des questions? Alors.
Je regarde. Est-ce que vous avez des questions si vous n'en avez pas encore posé? Pas de questions? Ça a été très clair alors. Personne? Ou même un petit récit de «Ah, bonjour, est-il possible d'avoir le support?» «Oui, Laura, c'est possible. Vous le recevrez, vous inquiétez pas». Avec plaisir. Pas d'autres questions? Il y a pas d'intervention orale, alors soyez pas termi ah beh, merci à vous aussi. Ça vous a plu? Ce qui est important, hein, c'est aussi de regarder le coût des expertises. Parfois quand on n'en a pas fait, ça peut faire un peu peur, mais faut comprendre aussi que les expertises, on n'est pas dans des logiques d'aller embêter l'employeur. L'employeur aussi, par exemple, on en a nous, qui comprennent qu'en réalité c'est un partenariat. Quand vous êtes en train de faire une réorganisation, quand vous avez même un danger grave et imminent, finalement ça participe d'aider l'employeur à remplir son obligation de santé et de sécurité, mais aussi de favoriser le dialogue social et peut-être même de mettre en place des choses auxquelles on n'aurait pas pensé forcément, puisque l'expert, lui, va avoir des idées, il peut même mettre en place un plan d'action et puis faire un suivi aussi moyen terme. Donc, c'est pas forcément enfermé là sur une durée très courte, ça peut aussi être un accompagnement. Donc, ça peut être rassurant pour les salariés et puis aussi c'est rassurant quelque part pour l'employeur. Il faut toujours faire comprendre comme ça un petit peu, faire œuvre de pédagogie pour faire entendre à l'employeur que bah, finalement, le but, c'est de l'accompagner et pas uniquement contester. D'ailleurs, au final, pour que vous puissiez vous prononcer dans le cadre d'une information consultation, vous allez rendre un avis. Mais cet avis, même s'il est négatif, c'est tout de même l'employeur qui conserve son pouvoir de direction. En tout cas, en termes de dialogue social, c'est favorisant, c'est clair. Pas d'autres questions? Bon. Si vous en avez après, vous les soumettrez après si vous n'osez pas le faire sur le chat. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à bientôt.